Salut à tous, alors je voulais faire cette petite vidéo ce soir suite à des demandes que j'ai eues sur internet, alors particulièrement sur mon YouTube. Alors c'est des demandes qui m'ont été envoyées en message, qui me demandaient de parler un peu du Troisième Reich. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de, de l'histoire, je ne suis pas un spécialiste des dates, donc c'est pas vraiment mon domaine ça, mais je suis plutôt un spécialiste de tout ce qu'il y a derrière, des fondements, du fondement des choses, des causes, des causes des effets, des causes des choses. Donc je vais plutôt parler du Troisième Reich, comme ils m'ont demandé de parler, de cette période-là, c'est pas très intéressant, donc je laisserai ça aux historiens, mais je vais plutôt parler d'Hitler, de comment Hitler a réussi à prendre le pouvoir en Allemagne, comment il y a eu cette espèce de montée de cet individu, comment cet individu a pu prendre le pouvoir et a pu hypnotiser tout un peuple, parce qu'il faut savoir c'est tout un peuple qui l'a suivi. Il y a eu quelques personnes il y a eu des opposants bien sûr, mais c'était la majorité des Allemands qui sont partis dans son délire et qui l'ont suivi. Alors, il n'est pas le responsable de tout ça, ça devait arriver, il est juste le catalyseur. C'est, on va dire, c'est un drame mondial et c'est à ce niveau-là que ça a commencé, ça a pété. Mais c'est un problème général. Mais je ne vais pas parler du régime, je vais pas, tout le monde sait que ça a été un régime atroce, mais tous les Allemands l'ont suivi. Il y a eu peu d'opposition. Alors on parle tout le temps des oppositions, des combats qu'il y a eu avec les communistes. Ils sont des communistes allemands qui se sont affrontés, effectivement. Il y a eu des luttes, mais tout le monde est devenu national-socialiste. Alors comment un homme a pu hypnotiser tout un peuple? Alors attention, Hitler n'est pas le seul responsable. Je veux dire, tous les gens qui ont commis des atrocités sont responsables. Les gens sont responsables, doivent être responsables de leurs actes. On n'a pas à mettre le mal sur le dos de quelqu'un. C'est pour ça que je dis à chaque fois que quelqu'un fait le mal, sachez-le, ne mettez pas sur le dos d'un autre. Il n'y a pas un responsable. Il y a un mal qui est partagé entre tous. Donc il faut le savoir, ça va bien au-delà des Allemands. Derrière les Allemands, il y a l'humiliation du traité de Versailles, qui elle-même vient peut-être d'une mentalité allemande qui était un peu guerrière avec les Prussiens, mais le mal, si vous voulez, est réparti. Donc on ne peut pas le mettre sur le dos d'un homme. Maintenant, je vais expliquer comment Adolf Hitler a pu hypnotiser, je dis bien hypnotiser tout le peuple allemand. Alors c'est pas du tout de la magie. Hitler n'aurait pas pu hypnotiser les Français ni les Américains. Parce que Hitler correspondait parfaitement, dans les premiers temps, parfaitement à ce que recherchent les Allemands en tant que leader et en tant que chef. Il tombait parfaitement dans il tombait parfaitement dans ce que recherchait le peuple allemand. Il faut savoir que les Allemands, en général, ne fonctionnent pas du tout comme les Français. J'explique. Je pourrais parler de l'Europe centrale, comment ça fonctionne. Je vis en Hongrie, donc je peux expliquer comment ça fonctionne. Je suis frontalier roumain aussi. Je suis français, je vis aussi avec des Allemands, du côté familial. Donc, je vais expliquer un peu comment c'est passé. Donc, l'Allemagne, ça a toujours été une méritocratie. Ça veut dire que l'Allemagne, si vous voulez, c'est une véritable démocratie. C'est une espèce de démocratie depuis très très longtemps. Il n'y a pas, c'est pas un État. C'est pas un État. C'est pas comme la France. La France, par exemple, c'est un État, c'est un pays avec des castes. Et il y a le roi qui est nommé. On est roi de père en fils. Donc les dirigeants, ce sont des dirigeants de caste. Donc on est français par le sol, et pas, c'est l'unité de la France, elle est faite par le territoire, c'est le territoire sur lequel on est en France, on est français. Vous voyez, même jusqu'à peu de temps, il y avait le droit du sol pour la France, et l'Allemagne, c'était le droit du sang. Pourquoi? Parce que les Allemands n'ont jamais eu réellement un véritable territoire. Alors évidemment, il y a eu des tentatives avec le Saint-Empire germanique, et
et Bismarck après, qui a fondé vraiment l'Allemagne. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'histoire, hein, c'est pas ça. Mais la France est un vieil État, hein, centralisé avec des castes. L'Allemagne, ça ne fonctionne pas du tout comme ça. L'Allemagne, c'est un peuple, ce sont les Germains, hein. Et les Germains, c'est véritablement une méritocratie, une démocratie, une méritocratie, c'est-à-dire c'est réellement le peuple qui élit ses gouvernants, hein, alors que le roi français, il est roi de père en fils. Alors on dit, c'est pas vrai, si, il y a une noblesse en Allemagne, effectivement, mais par exemple, le Saint-Empire germanique, je regardais ça dans le dessous des cartes, je dis, ah merde, ça correspond exactement à ce que je disais. Le Saint-Empire germanique, l'empereur, à un certain moment, était élu par les princes, hein. Alors les princes n'ont pas du tout la même valeur que les comtes, les barons en France, hein. C'est pas du tout la même structure. Moi, la noblesse, je m'en fous un peu, hein. Mais c'est pour vous dire qu'il y avait un empereur qui avait moins de puissance qu'un roi, si vous voulez, parce qu'il était élu, il était élu, il a de la puissance, mais il n'a pas le droit, il n'est pas empereur de naissance, si vous voulez. Pareil pour les nobles qui étaient nommés à la gestion des villes, c'était souvent les corporations. Alors, on dit oui, en France, il y a les corporations, mais c'était beaucoup moins puissant, puisque la gestion était faite de père en fils en France par la noblesse qui était pas élue, qui était nommée par le roi ou qui avait un pays. Donc, on était noble de père en fils, hein. Alors que là, la noblesse était nommée par les rois, la noblesse de gestion en France. Alors, effectivement, les corporations ont une certaine puissance en France, on les écoutait, mais les nobles étaient nommés par les rois. Alors, je ne suis pas spécialiste, peut-être des historiens me diront que c'est faux, mais je pense que c'est comme ça. Et c'est encore comme ça, c'est un pays de caste, hein, la France. L'Allemagne, souvent, dans les villes, la noblesse était souvent nommée, hein, pour la gestion et la défense des régions. Alors d'abord, c'était pas un État, c'était plusieurs villes, des États, des comtés ecclésiastiques, des villes libres, des duchés, je sais pas, il y avait plein de trucs, hein. L'Allemagne, c'était plein d'États qui se faisaient une espèce de guerre économique, parfois une réelle guerre, hein, mais qui étaient unis par la germanitude. On était germain, c'était très racial, on est germain, hein, par le sang, hein, par la langue, par la culture et par le sang, hein. Il n'y a pas vraiment d'État. Ce qui unit l'Allemagne, c'est le sang, la germanitude, hein. Donc déjà, c'est une méritocratie où les dirigeants sont élus. Alors ils sont élus pour leur qualité personnelle, hein. Alors comme je dis toujours, dans certains États, c'est les corporations, donc les métiers, hein, donc les forgerons, les architectes, les bâtisseurs, les pêcheurs, vous voyez, il y a des corporations comme ça partout, hein, les ingénieurs qui élisent les nobles qui vont gérer, administrer les villes, certaines villes allemandes. Vous voyez, il y a une mentalité quand même où c'est une méritocratie. Les corporations, ceux qui sont à la tête des corporations en général, ce sont des gens qui ont été élus, donc un énorme pouvoir puisqu'ils élisent ceux qui vont diriger. Et en général, à la tête des corporations, on a des très bons ingénieurs, on a les meilleurs des professions, c'est-à-dire qu'on est reconnu par son travail. En Allemagne, ce qui est essentiel, c'est son travail, hein, c'est le travail. On est son travail au sein d'une race, au sein d'un groupe ethnique, les Allemands, qualité allemande, nous sommes les Allemands. Et un homme est reconnu en Allemagne par la progression qu'il a eue dans sa vie au niveau professionnel, c'est-à-dire parti d'en bas et monté à son mérite personnel. Il n'y a pas de fils d'eux, hein. Il peut y avoir des fils d'eux quand ils ont mérité par le travail, mais on ne mérite pas par la naissance, hein, parce qu'on fait partie d'un tout, c'est la germanitude, donc le peuple allemand, hein, Germania, le sang allemand, le sang, on entend parler beaucoup du sang allemand dans les discours d'Adolf Hitler, hein, c'est le sang, hein, on n'entend pas parler du sang français chez les rois français, hein, c'est de la noblesse. Alors s'il y a par exemple le sang, avoir le sang noble, tout ça, mais il n'y a pas le sang de la race, hein. L'Allemagne, c'est la race, hein, avant tout, c'est la race, la germanitude, et c'est pas l'État. Hein, dire que les Allemands étaient sur toute l'Europe centrale, hein. Ils montaient dans tous les territoires de la Baltique avec les chevaliers teutoniques, hein, qui sont montés là-bas, administrer des régions qui étaient très dures avec les gens du coin. C'était à la base des administrateurs, des ingénieurs qui modernisaient les régions, hein, parce que là, j'ai parlé après d'Adolphe, comment il a fait, mais c'est bien de comprendre qui sont les Allemands. Donc ils sont encore comme ça, hein. Par exemple les chevaliers teutoniques, hein, qui sont montés, c'était des ordres de chevaliers, hein, qui sont montés administrer ces régions. Ils montaient avec des colons allemands, hein. Ils prenaient la région, ils prenaient les armes, c'était des chevaliers très droits, mais qui étaient quand même durs, hein.
pas tellement de respect pour celui qui n'est pas allemand. Mais on installe des villes, on installe des gens là-bas, des ingénieurs qui modernisent la région et qui commercent avec le reste de l'Allemagne, avec le reste des villes allemandes. Hein. Donc on installe des villes allemandes, hein, avec c'est pas une noblesse, mais ce sont des corporations, des ingénieurs, des paysans haut niveau qui valorisent les terres. Tout ça gardé par une administration de gestion faite par les chevaliers teutoniques. Moi, je ne suis pas spécialiste d'histoire. Hein. Et tout ça est fait on fait la production dans ces pays, puis on vient diffuser en Allemagne, dans les villes allemandes, où toutes ces villes se font une concurrence. Ça n'a pas tellement changé. Hein. L'Allemagne, maintenant, elle est en Europe centrale. Là, elle est en train d'essayer de prendre l'Ukraine avec l'accord de la Russie. Hein. Pareil, on arrive, on administre, on met des usines. Alors, on ne met plus du peuple allemand maintenant, parce que le peuple allemand reste en Allemagne, mais on met des ingénieurs, hein, qui viennent ici, puis on peut diriger à distance, qui viennent en Europe centrale, et qui font de la production en Europe centrale, qui ramènent, alors maintenant c'est dans le monde entier, c'est la Global Planet, qui ramène dans tout le monde entier des produits haute technologie. Mais ils faisaient pareil à l'époque. Hein, ils faisaient pareil, ils allaient partout, ils faisaient pareil. Et on monte en Allemagne, on monte au mérite. Hein. Donc, c'est une méritocratie, un peuple d'ingénieurs. Il n'y a pas de terre réelle. Il y a des villes allemandes, des communautés allemandes qui se mettent dans tous les pays d'Europe. Hein. On en trouvait jusqu'en Ukraine, les Allemands. Hein. On en trouvait jusqu'en Transylvanie, où les villes étaient comme je dis tout le temps, en camembert. Il y avait, par exemple, moi, dans ma ville où je suis, il y a le quartier roumain, hein, puisqu'il y a encore pas le quartier slovaque, le quartier hongrois, alors c'est majoritairement hongrois, le quartier allemand, hein, le quartier Sach. Hein. Donc c'est marrant, on a des Allemands, hein, vous voyez, des Allemands qui sont là, qui commerçaient avec l'Allemagne, donc il y avait des relations économiques avec l'Allemagne et qui étaient dans ce pays. Alors ici, ils commerçaient essentiellement, je pense que c'était agriculture, c'était peut-être des négociants, je ne sais pas, mais il y avait toute une communauté allemande, la germanitude par le sang, qui était là, et ça formait l'État. C'est comme cette histoire des Sudètes, hein, c'était des villes avec des communautés allemandes dedans. C'est pour ça que l'Allemagne a voulu récupérer des parties d'Allemagne quand Hitler est arrivé au pouvoir. Hein, il a voulu récupérer en bafouant on va dire les droits internationaux, je sais pas, il a voulu récupérer des territoires où il y avait des Allemands, mais il faut savoir que surtout, qui étaient peut-être un peu écrasés depuis le traité de Versailles, hein, Trianon, hein, au niveau des Sudètes, hein, par là-bas vers le nord de l'Allemagne. Donc il a récupéré ces territoires où il y avait des communautés allemandes importantes, hein, qui faisaient partie justement les Allemands n'étaient pas vraiment un État, mais qui faisaient partie de cette nappe allemande qui est un peu disséminée partout dans toute l'Europe. Hein. Voilà. Donc les Allemands, c'est avant tout un sang, avant tout une race, comme ils se disaient. Il n'y a pas de race, bien sûr, moi je le dis tout le temps, il n'y a pas de race, il y a des adaptations climatiques, hein, si vous voulez, des adaptations, mais eux se sentent comme une race, comme un sang, ils se sentaient, hein, comme une race, comme un sang. Hein, Hitler en parle beaucoup dans ses discours. Donc, déjà, au niveau structure, vous voyez, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Hein. De plus, comme le chef est élu, le chef doit partir, souvent le chef doit partir d'en bas, doit prouver qu'il réussit. Alors Hitler correspondait parfaitement déjà à ça, il correspondait par son parcours, hein, à ce que recherchent les Allemands. Hein. C'était le petit caporal courageux, hein, qui avait fait la guerre de 14-18, qui avait été blessé au combat, et qui par son courage monte progressivement, et par sa valeur personnelle, monte et prend progressivement de l'importance par ses discours, par le courage qu'il a, et pas par son attachement à la matière. En Allemagne, on n'est pas attaché à la matière, hein, on est attaché au travail. D'ailleurs, les industriels allemands, si vous remarquez bien, en général, il y a une culture en Allemagne de réinvestir les bénéfices dans l'outil de travail principalement. Ça, c'est la culture allemande. La culture anglo-saxonne est un peu anglo-saxonne, américaine, anglaise, même française, est un peu différente. Les bénéfices sont souvent investis ailleurs que pas forcément dans l'outil de travail. Donc, par exemple, dans des fonds, je sais pas, dans des trucs qui rapportent à droite et à gauche, mais pas forcément dans l'outil de travail. L'allemand réinvestit souvent dans l'outil de travail. Donc, on ne s'intéresse pas à la matière principalement, hein. C'est le travail et l'individu. Donc Adolf Hitler, hein, était un petit caporal courageux. Il avait été blessé à la guerre, il avait failli perdre la vue à cause des gaz en moutarde. Donc il correspond parfaitement à ce que recherche l'allemand. Hein. Alors là, c'est par hasard qu'il correspond parfaitement à ce que recherche l'allemand. Donc vous voyez, l'allemand, par exemple, c'est les contes de Grimm, c'est l'histoire du petit tailleur, le Klein Schneider, qui part d'en bas, hein, tout le temps, je la refais tout le temps parce que ça correspond, les contes de Grimm, c'est allemand, hein, qui part d'en bas et qui, par
son ingéniosité, son intelligence, hein, et son courage, hein, réussit à défendre un royaume avec moult péripéties, hein, en tuant des géants mais par la rue, c'est-à-dire qu'il ne les affronte pas directement, il les fait s'affronter entre eux ou leur fait peur. Donc voilà, c'est l'histoire du petit qui part d'en bas et qui devient un roi. D'ailleurs, le père, le roi lui donne sa fille, hein, ce qu'on ne voit pas dans les contes français où c'est des castes, où en général c'est des princesses qui épousent tout le temps un prince. Alors où c'est un prince qui est changé en crapaud, ou bien c'est comme dans La Belle et la Bête, un prince qui est changé en bête, mais c'est rarement des histoires de pauvres gars qui partent d'en bas et qui montent, hein. En général, les contes n'ont pas les mêmes valeurs, elles sont adaptées au peuple français, elles sont morales, hein, aussi, mais il n'y a pas de copulation entre les castes. Alors qu'en Allemagne, c'est classique, le petit tailleur qui devient un, qui devient le roi, le dirigeant d'un royaume, à qui on donne la fille, le roi lui donne sa fille, hein, parce qu'il a fait de bonnes actions, c'est quelque chose qui n'est pas courant en France. Mais par contre en Allemagne, c'est dans l'inconscient allemand, hein, c'est valable, on peut monter d'en bas, hein. Donc il correspond à ça. En plus, Adolf Hitler était autrichien, donc il n'était pas allemand, hein, mais l'Allemagne, il faut savoir que les Allemands n'ont pas d'État réel, hein. C'est l'Autriche, c'était les marches allemandes, hein, c'était des États, ça avait été christianisé un peu plus tard que le reste, donc c'était encore là, donc il était autrichien. L'avantage d'être autrichien pour Adolf Hitler, c'est qu'il a du recul sur la mentalité allemande, c'est-à-dire qu'en étant loin, on voit mieux les choses. Quand on est baigné dans les choses, on finit par plus rien voir, hein. C'est ça, quand on est au cœur d'un pays, on finit par plus voir les différences de ce pays avec les autres. Il faut prendre du recul, c'est-à-dire vivre dans un autre pays, pour comprendre comment fonctionne le pays. Alors, c'est valable pour moi, comme c'est valable pour Adolf Hitler, hein. Adolf Hitler avait du recul sur l'Allemagne, donc il savait comment prendre l'allemand, hein, comme il savait ce que pensait l'allemand. D'ailleurs, l'humour d'Adolf Hitler, ben, si censé qu'il y ait de l'humour, effectivement, non, c'est pas pour ses crimes, des crimes qu'il a fait commettre aux autres, parce qu'il n'est pas le seul responsable, il a fait commettre des crimes. Donc, et responsable celui qui les commandite comme celui qui les exécute, il faut savoir, au même titre, hein. Je dis ça pour que les gens aient une conscience quand ils font le mal, hein. Donc lui ne pensait pas du tout faire le mal, hein. Lui pensait faire le bien, c'est les pires, hein, comme disent les rabbins, hein. Le pire c'est celui qui fait le mal en pensant faire le bien, parce que ceux-là sont inarrêtables, ils y vont de tout leur cœur. Donc, où j'en étais. Donc Adolf Hitler avait du recul sur l'allemand, l'allemand qui n'a pas d'humour. Alors oui, j'en étais venu à l'humour, alors juste pour dire que oui, Adolf avait de l'humour, effectivement, il avait un humour autrichien, de l'humour méchant. Il faut lire ses livres, ses commentaires qui avaient été pris par sa secrétaire qui posait tous ses commentaires, même à table, ses commentaires de table. Alors on le voit qu'il se moque des gens. Alors il est tout le temps en train de se moquer du physique, de se moquer des grosses avec des bijoux, et tout le temps un humour très, très dur. Un humour, de l'humour quand même, hein, de l'humour autrichien typique, hein, c'est l'humour d'Arnold Schwarzenegger. Quand vous écoutez Arnold Schwarzenegger faire des blagues, hein, bah vous apercevez que c'est à peu près les mêmes blagues. J'avais été étonné, le même genre de blagues méchantes, et des blagues méchantes, un humour méchant, hein, tout le temps moqueur et méchant, c'est l'humour autrichien, c'est le même genre de blagues que faisait Adolf Hitler, hein, parce que nous on voit Hitler en tant que français uniquement dans les films, hein, mais on voit rarement les blagues qu'il faisait à table en se moquant des gens auprès de ses proches, hein. C'était tout le temps comme ça. Donc voilà. Donc il avait du recul sur le peuple allemand. Alors comment a-t-il hypnotisé ce peuple allemand? Déjà, il correspondait parfaitement à ce que recherchaient les Allemands, hein. Celui qui part d'en bas, qui a réussi, comme je dis, on n'est pas fils d'eux en Allemagne, c'est une méritocratie, une réelle méritocratie, hein. On s'élève pour le travail, hein. Le jeune fils à papa qui a réussi, ça n'existe pas. Regardez, les héros allemands, en général, c'est l'inspecteur Derrick, hein. L'inspecteur Derrick, il n'est pas sexy, il est vieux, il a fait ses preuves, hein. C'est pas les jeunes inspecteurs des séries policières françaises, hein. On est dans un autre monde en Allemagne, hein. Le vieux, on l'admire, hein. L'enfant n'est pas roi en Allemagne, hein. On fait tout pour l'enfant, on fait des Kinder Surprise, on fait des crèches, on fait tout ce qu'on veut, mais
On est assez dur avec l'enfant. L'enfant est un homme et n'est pas un homme. Il n'a pas encore fait ses preuves. C'est la vie qui va. C'est pas le culte de l'enfant en Allemagne. Attention, on va l'éduquer, on va tout faire pour en faire un ingénieur, un bon Allemand. Mais même maintenant, avant c'était pareil, mais il n'y a pas le culte de l'enfant roi, le petit chéri qu'on prend dans les bras. Pas du tout, c'est pas l'Allemagne. Hein. On fait des garderies où ils apprennent plein de trucs, ils sont comme ça, mais c'est strict, on leur apprend beaucoup de choses, on les éduque, hein, mais il n'y a pas le culte de l'enfant roi. Hein. C'est l'enfant doit essayer par lui-même, s'il se fait mal, il se fait mal. Il n'y a pas c'est très particulier, l'Allemagne, hein, c'est le vieux, c'est le culte du vieux qui a fait ses preuves plutôt. On admire le vieux et on n'idolâtre pas l'enfant, en tout cas beaucoup moins qu'en France. Alors que nous, en France, les vieux, on va les laisser crever pendant la canicule, hein, ou on les met dans des hospices. Très très différents. Deux mentalités différentes. En Allemagne, ils font des trucs pour les vieux un peu partout, dans toutes les petites villes. Il y a des maisons pour les vieux, des hospices pour les vieux. À partir d'un certain âge, on essaie. Alors évidemment, il y a des retraités qui ont des problèmes actuellement avec la crise, mais en général, il y a une espèce de culte du vieux, hein, en Allemagne, du vieux qui a fait ses preuves, qui est l'ancien. Donc on monte, parce qu'on monte progressivement dans la vie, et on fait ses preuves. Donc l'Allemagne, c'est ça. Donc, comme je dis, et Adolphe correspondait parfaitement à ça. En plus, l'Allemand, structurellement, c'est un homme du Nord, c'est un angoissé. Beaucoup plus angoissé que le Français, parce qu'effectivement, il fait plus froid, le climat est plus rude qu'en France. Hein. Donc on est obligé de prévoir l'avenir tout le temps, l'hiver. Hein. On prévoit l'avenir pour... je regarde s'il s'en va bien. Ouais. On prévoit tout le temps l'avenir parce que le climat est froid, humide, et si on n'a pas prévu l'avenir, on est dans la merde. Donc en général, l'Allemand est un angoissé, est un grand angoissé, c'est un calculateur, un gestionnaire qui doit prévoir l'hiver. Donc c'est quelqu'un qui est angoissé. S'il ne travaille pas, il boit de la bière. Hein, en général, l'Allemand, comme je dis tout le temps, le Russe, s'il ne travaille pas, il va boire de la vodka. Le Russe est très angoissé aussi, mais différemment. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui est angoissé, hyper organisé. Hein, c'est des sociétés très 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 organisées des sociétés très très organisées, des sociétés basées sur le travail. Hein, et l'Allemand, c'est le travail, pour l'Allemand, c'est le travail qui est fondamental. Hein, et ça lui permet, le travail lui permet par de grands calculs, de se projeter dans l'avenir. Et tout le temps dans le travail, quand il travaille, il ne s'angoisse pas. Hein, il faut avoir le travail. Le travail a une vertu sociale pour lui. Hein. C'est un pays social, ce sont des socialistes, ils sont socialistes dans l'âme, socialistes, nationalistes, raciaux. Hein, même encore maintenant. Hein. Bon, effectivement, mais si vous êtes en Allemagne récemment avec les problèmes qu'il y a eu en France, il y a beaucoup de manifestations qui commencent à aller contre les musulmans, actuellement contre les Arabes. Hein, et assez dur. Et on ne les voit pas en France, on ne vous en parle pas tellement. Mais dans beaucoup de villes, il commence à y avoir un ras-le-bol, même si ce sont des grunes, des gens de tout parti qui commencent à venir. L'allemand veut que les gens se fondent à leur culture quand ils viennent, à leur façon de vivre. Donc, l'allemand est un angoissé, je relis un peu mes notes, qui a besoin d'oublier ce présent dur, ce présent très organisé, ce présent qui ne laisse pas de place à l'individualité. Il n'y a pas tant que ça d'individualité pour les Allemands, hein, sauf après le travail, hein, mais les Allemands, ils vivent très organisés, ils commencent le matin, jusqu'après le travail, jusqu'à 7h, 8h. Après, on a quelques heures où on est libre entre collègues. Et après, on rentre à la maison. Et là, c'est le cercle privé. Mais vous voyez, le soir, en Allemagne, c'est vide. Hein, à part Berlin, voire Munich et encore moins. Mais à part Berlin, où c'est une ville animée le soir, en général, 7h30, 8h, 9h, c'est le couvre-feu en Allemagne. Hein, il n'y a plus personne dans les rues. Hein. Après le travail, on va en association. À ce moment-là, on est en association entre les amateurs de Ferrari, ou ceux qui aiment les jeux de cartes, ou ceux qui aiment faire du modélisme. On se met en association très associatif en Allemagne, hein, ou l'association des buveurs de bière, des associations ou des gens passionnés d'histoire de tel endroit. Il y a beaucoup d'associations. Et après, on rentre chez soi. Donc, même les loisirs sont très, très, très organisés. Hein. Donc, il y a le travail, il y a une organisation de la vie en permanence. Il n'y a pas de place au hasard. L'Allemand n'aime pas le hasard. L'Allemand a besoin de cette organisation, a besoin d'être cadré. Hein. En général, il est très très social. Hein. Et comme c'est un angoissé, il a besoin toujours de se projeter dans de grands calculs. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'instant, il est toujours dans la projection. Hein. Alors par son travail, ça fait des ingénieurs qui sont capables de produire des super bagnoles parce qu'ils ont de grands calculs sur ce qu'ils vont faire. L'Allemand fait des calculs. L'Allemand fait des calculs pendant des heures. C'était des grands mathématiciens. L'Allemand, c'est avant tout un calculateur avant d'être un expérimentateur. Comme je dis tout le temps, le Russe
est un calculateur expérimentateur, l'allemand est essentiellement un calculateur qui fera peu d'expérience car ses calculs seront très aboutis. Hein, donc l'allemand est quelqu'un qui se projette en permanence dans le futur pour pouvoir, en fin de compte, pour pouvoir le calculer, pour pouvoir justement anticiper justement ce futur qui est dur, qui est l'hiver en général. Donc ça fait des angoissés, des gens qui se projettent tout le temps dans le futur, qui font des calculs à long terme, et c'est des calculs long terme pour justement se désangoisser. C'est un peuple d'angoissés, hein, faut le savoir. Donc c'est le travail qui lui permet de supporter cette angoisse. Hein. C'est le travail et le combat. Le combat est dans le travail, dans le combat, dans l'avenir. Donc il n'est pas dans la jouissance, l'allemand il n'est pas dans la jouissance, l'allemand est dans le travail, dans la projection mentale, dans le futur. Donc Hitler l'avait très très bien perçu, ça, il avait très très bien perçu cette mentalité allemande qui doit rêver pour oublier l'angoisse du présent et aussi la rigueur de ce présent qui ne laisse pas de place à la jouissance, qui est un présent d'une grande organisation, d'une grande rigueur. Hein. Donc l'allemand, sa soupape de sécurité, c'est de rêver en se projetant dans le futur. Hein. Il est dans la projection future par son travail, hein, par un travail très abouti. Hein. En ingénierie, c'est eux qui font les plus grandes prouesses. D'ailleurs, vous voyez leurs architectures, c'est essentiellement de la prouesse architecturale plutôt que de l'esthétisme. Hein. On construit des énormes structures en métal, plus par défi, hein, par défi. Hein, on veut montrer qu'on est fort, hein, on se projette dans des calculs savants pour créer des bâtiments qui défient l'imagination, qui par leur fiabilité aussi, la fiabilité par ces structures impeccables, ces structures que d'autres peuples ne sont pas capables de faire. Hein. Ça demande une grande organisation. Donc ça, c'est l'allemand, il se projette dans le futur tout le temps par la pensée. Et ça, Hitler l'avait compris. Il avait compris que pour avoir le cœur du peuple allemand, il fallait le faire rêver. Et pour avoir les Allemands, il faut les faire rêver avec des rêves géants. C'est ça. Et Hitler l'avait parfaitement compris. De ce côté-là, on peut dire que c'était un alchimiste. Parce que comme il était autrichien, il avait du recul sur le peuple allemand. Hein, et il avait compris que l'allemand, il ne pouvait l'avoir, c'est-à-dire qu'il ne pouvait être élu par l'allemand. Il l'a très tôt compris dans ses discours. Il connaissait très bien, en le faisant rêver avec de grands projets. Et qu'est-ce qu'il y a de plus grand projet que faire un Reich de 1000 ans? C'est-à-dire que l'Allemand, en se projetant 1000 ans dans le futur, n'a plus d'angoisse du présent. Il n'a plus d'angoisse de cette rigueur du présent, de cette crise économique qui est là. Il est projeté dans le futur et là, il peut lui arriver tout ce qui peut lui arriver. C'est pas grave. Une bombe sur la gueule, c'est rien. Hein? Il est déjà 1000 ans en avance. Sa petite tête, il s'est projeté psychologiquement 1000 ans en avant. Hein? Donc on fait des projets pharaoniques, des bâtiments géants. L'Allemand ne cherche pas l'argent. L'Allemand cherche le grandiose. Hein? Vous voyez ces opéras. Hein? Vous voyez ces fêtes. L'Allemand veut du grandiose pour se sortir de cette rigueur de l'instant. Donc il ne peut vibrer que dans le grandiose et dans le rêve. Et ça, Hitler leur a donné le rêve qui les a sortis de cette crise économique dans laquelle il était. Hein. Ils ont tous rêvé avec Adolphe, mais ce rêve, bien sûr, était basé sur des idées bancales et racistes qui ont mené à la mort de millions de personnes. Hein. Donc Adolphe, c'était « je vous fais rêver, je vous offre un Reich de 1000 ans, je vous offre une expansion jusqu'à Moscou, jusqu'aux plaines d'Ukraine. » Donc c'est un rêve énorme. Plus le rêve est grand, plus l'Allemand suit. Hein. Et il avait compris ça, il avait compris qu'il fallait faire rêver l'Allemand. Offrez à un Allemand un rêve géant dans le futur. Hein. Ce n'est pas une femme allemande, ce n'est pas des fleurs qui va la faire rêver, c'est de bâtir avec elle un grand futur. Offrez-lui un futur fabuleux, elle rêvera. Hein. Ce n'est pas la bague ni le sac Louis Vuitton qui va faire rêver l'Allemande. C'est le futur que vous allez lui offrir. Et pareil pour le peuple allemand, comme disait Gustave Le Bon, le peuple c'est la foule, hein, c'est comme une femme, mais c'est la même chose. D'ailleurs, Gustave Le Bon était un des écrivains français qu'Adolf aimait beaucoup, qu'Adolf Hitler aimait beaucoup. Donc il a fait rêver les Allemands en les projetant dans le futur. Le Reich de Milan, des autoroutes qui iraient jusque dans les plaines d'Ukraine, des trains, des rails
des rails extrêmement larges qui enverraient des wagons à l'est pour ramener du blé ukrainien, des autoroutes géantes. Il aura fait des autoroutes géantes. C'est-à-dire, plus le projet est grand, plus l'Allemand suit. Vous voyez? Vous lui donnez des... Plus le calcul sera énorme à réaliser, plus le défi sera grand, plus l'Allemand va se jeter dedans à cœur perdu. Il va se jeter dedans pour oublier le présent, pour oublier ses angoisses. Hein. Et comme je dis, qu'importe, il est déjà à 1000 ans dans ce Reich et ça lui permet de supporter même les bombes. Tout ce que vous voulez, il va le supporter parce qu'il est projeté dans le futur. L'Allemand est un rêveur, hein, parce qu'il a une déconnexion de ce présent qui est rude. L'Allemand a un présent rude, un présent dur, une organisation sévère. Il ne rêve qu'en se projetant dans le futur. Donc ça, c'est l'allemand. Hitler l'avait compris et Hitler a su hypnotiser tout le peuple allemand. Et bien sûr, ça n'aurait pas pu se passer en France. Allez dire ça à des Français, c'est pas une méritocratie. Hein. Allez leur dire que vous allez faire une France de 1000 ans, ils vont vous prendre pour des cons en disant de toute façon, c'est les fils d'eux qui prennent le pouvoir, on n'a rien à foutre, c'est une casse, moi je suis à ma place, j'ai pas envie de bosser beaucoup, de toute façon quand je bosse je suis pas récompensé. Ça a toujours été comme ça, j'en fais le minimum, hein, bien sûr, hein. Je travaille bien, j'ai quand même, la France a quand même une très bonne organisation de gestion, hein, parce que le système de caste est très très bien géré, mais ça ne donne pas de motivation, donc heureusement c'est un grand pays, mais c'est pas la même chose, par contre c'est très très stable, hein, les castes c'est très très stable, par contre, hein, c'est pas l'Allemagne. Donc voilà pourquoi Adolf Hitler a su hypnotiser ce peuple allemand. Alors c'est pas de la magie, hein, comme on peut penser, c'est juste une compréhension de l'âme des peuples. Il a compris qui étaient les Allemands, parce que lui-même était pas vraiment allemand, mais était un tout petit peu en dehors, donc il avait une meilleure vue globale des Allemands, et il avait compris qu'il fallait les faire rêver. Faites rêver un Allemand, et vous l'avez avec vous. C'est ça. Et c'est celui qui offre le plus grand rêve qui a le pays. Et voilà. Donc voilà ce qui s'est passé. Il a réussi, alors que c'était la crise. Il correspondait parfaitement. Il n'aurait pas correspondu à ce que désiraient les Allemands. Donc l'histoire du petit tailleur, Kleinschneider, c'était le Kleinschneider, mais négatif. Hein. Négatif parce qu'il entraînait tout le monde dans la merde. Donc voilà. Mais à la base, il avait compris comment, et dans la merde parce qu'il y avait derrière une idéologie racialiste, mais de toute façon, cette idéologie passait très très bien en Allemagne. Hein, pour quelle raison? Parce que l'Allemagne, c'est avant tout un peuple, une race, hein, par le sang. En France, c'est par la terre. Donc, tout était là pour amener ce petit caporal à la tête de l'État. Hein. Et en plus, il avait compris, c'est pas qu'il était intelligent, il était très intelligent d'un autre côté, de ce côté-là, il était très intelligent. D'un autre niveau, on a vu les catastrophes que ça a donné. Hein. Et donc voilà. Donc par contre, il avait exactement compris comment avoir le peuple allemand avec lui. Donc voilà, j'espère que cette explication vous convient. C'est pas historique, parce qu'il y a toute son histoire, je ne suis pas un historien, mais j'explique simplement comment il a pu arriver au pouvoir, hein, et comment il s'imbriquait parfaitement dans la mentalité allemande, et il savait exactement ce que voulaient les Allemands. Donc voilà, petite histoire. Maintenant, j'espère que vous comprendrez mieux comment des peuples peuvent suivre des gens sans jusqu'au bout. Hein. Alors, tiens, ils ont suivi Adolf jusqu'au bout, même comme j'aime bien l'expliquer ça, comme l'Allemagne est une méritocratie, c'est un dernier petit truc avant de partir, donc on élit les gens, hein, en général, le chef est élu, hein, il est élu pour son mérite, c'est-à-dire qu'il a fait ses preuves, hein, puisqu'il part normal, c'est pas des fils de l'Allemagne. Donc en général, on ne remet pas en cause les ordres du chef, car 99 fois sur 100, j'exagère un peu, mais le chef est compétent. En France, on sait très bien que c'est pas ça, puisque le chef n'est pas forcément monté à son mérite. Il y a très bonnes écoles d'ingénieurs, mais ces écoles d'ingénieurs, ce sont les fils les fils d'ingénieurs. Donc, le fait d'avoir un chef incompétent est bien plus fréquent en France. Donc, on n'a jamais une totale confiance dans le chef. En Allemagne, c'est une réelle méritocratie. Hein, ce n'est pas un pays de fils d'un pays de caste. Donc, le chef, en général, ne se trompe pas. Donc, on applique les ordres du chef sans broncher. On a entièrement confiance au chef. On se donne à lui parce que le chef
a prouvé qu'il était chef. Il n'a pas été nommé comme ça. Il a fait ses preuves de terrain. Comme je dis encore, les écoles allemandes, même les écoles d'ingénieurs, ont fait tout le temps des stages en entreprise. En Allemagne, on fait études, stages entreprise. Donc on est du terrain. Hein. On n'est pas des fiseurs, on est du terrain. On a prouvé qu'on est un homme. Donc voilà. D'où même le culte chez les officiers, même à l'époque, l'Adolphe, un peu avant, on voit des officiers avec des balafres, c'est-à-dire qu'ils se battaient en duel, c'est pour prouver qu'ils étaient des hommes, qu'ils avaient été du terrain, ils avaient marqué leur corps avait été abîmé par le terrain. En France, les ingénieurs, les militaires, vous voyez, ils étaient avec... ce sont les fils d'eux, à Saint-Cyr, c'est les fils d'eux qui font Saint-Cyr, et puis la piétaille en bas, les sous-officiers ne sont pas des fils d'eux, les grandes écoles sont faites par des sous-officiers de père en fils, des officiers de père en fils, et les sous-officiers, c'est plutôt le soldat qui rentre et qui monte progressivement, mais il deviendra rarement un officier supérieur parce qu'il faut faire de grandes écoles. Donc en Allemagne, c'est pas ça, on peut monter d'en bas, pas tout le temps, mais on peut monter d'en bas. Donc quand le chef est bon, on le suit. On le suit jusqu'où? Même jusque dans ses erreurs. Et avant qu'on s'aperçoive qu'il se trompe, il faut qu'il en passe de l'eau sous les ponts. Hein. Il se passera un certain temps, donc la réactivité, très mauvaise. Grand calculateur l'allemand, il se projette dans le futur, capable de te mener une attaque fabuleuse, calculée à fond, donc très dur à arrêter, mais quand il y a une erreur, l'allemand ne s'en aperçoit pas tout de suite. Vous voyez, capable d'avoir les meilleurs calculs dans le futur, mais quand l'erreur, il a trop d'inertie, trop de confiance en son chef, pour s'arrêter. C'est ça qui a perdu aussi l'Allemagne, c'est le fait de ne pas avoir su s'apercevoir à temps qu'ils étaient dans l'erreur. Hein. C'est pour ça. Donc, pourquoi les Allemands ont suivi jusqu'au bout? Parce qu'en général, le chef ne se trompe pas en Allemagne, c'est une méritocratie. Un homme élu au mérite. Et quand le chef fait une erreur, on met beaucoup de temps à s'apercevoir qu'il a fait une erreur, et à ce moment-là, capoute. On perd la guerre. Hein. Alors que le Russe, de son côté, lui, il essaie, il calcule, il essaie, ça marche pas, il repart. Calcule, il essaie, ça marche pas, il repart. C'est un mec du terrain. Hein. Ça, c'est le Russe. L'Américain, il regarde ce que font les mecs, il laisse s'entretuer, et il arrive quand ses intérêts sont bons. C'est très intelligent aussi l'Américain. L'Américain, c'est des pionniers, des observateurs, et ils ont assez de recul sur le monde, car ils sont loin ils sont loin de l'Europe, ils sont isolés sur leur continent, ils ont beaucoup de recul, beaucoup d'études, ils attendent que les mecs s'en foutent pas la gueule, et après ils interviennent. Ça, c'est toujours le calcul des Américains, en disant ils sont assez cons pour s'en foutre pas la gueule, et nous on va intervenir après. Laissons-les se mettre dans la merde. Alors, des fois même ils insistent un peu. Ça, c'est l'Américain. Donc voilà, j'explique pourquoi les Allemands ont suivi Adolf jusqu'au bout, même dans ces conneries. Voilà, et tout ça, c'est la mentalité des peuples, l'âme des peuples. Quand on les comprend, on comprend tout. On peut même presque se passer de l'histoire. L'histoire vous explique la mentalité des peuples. Et l'histoire se reproduit à chaque fois, car les peuples changent très lentement. Ils changent, mais ils changent beaucoup plus lentement qu'on ne le croit. Et les Allemands d'aujourd'hui sont encore très proches des Allemands d'hier. Il y a encore cette mentalité allemande, cette méritocratie, cette valeur du travail. Ça reste un peu les mêmes. Et quand on voit défiler des Verts, les Verts, les Grunes, les écologistes, ils ne marchent pas, ils sont simplement habillés en hippie, si vous voulez. Mais ils sont organisés, ils passent, ils marchent. C'est l'organisation allemande qu'on voit jusque dans leur technoparade où des millions de mecs marchent comme ça, et puis au moment où on leur dit danser, alors ils sont tous en train de faire comme ça. C'était les mêmes quand il y avait des défilés nazis, mais les autres étaient en uniforme, alors qu'à la technoparade, on est habillé en raveur, en techno. Mais on fait la même chose, on fait des grands défilés, parce que comme le présent est tellement strict, tellement organisé, qu'il y a bien un moment où il faut se défouler, on va tous se défouler à la même heure, à la technoparade, où en Allemagne, on allait faire des grands défilés, histoire de vibrer tous ensemble, car l'Allemand est guindé par sa rigueur. Voilà. Il a du mal à vibrer, il lui faut beaucoup d'intensité pour vibrer, donc des millions de personnes ensemble, des milliers de personnes ensemble, ou des concerts géants. Alors, regardez Wagner, c'est des concerts géants, ça n'a rien à voir avec la musique de chambre française, ou même les compositions françaises d'opéra ou d'orchestre. Les orchestres allemands, c'est de la technicité haut niveau. Ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est la technicité du nombre. Voilà, la haute technicité. Voilà, c'était Fred Delavier, 40 minutes. Ça a été un peu long, je pensais que ça allait être plus court, mais j'espère que je vous ai bien expliqué pourquoi les Allemands avaient suivi Adolf Hitler. Et
Ça se résume à peu de choses, mais je pense que c'est la vérité. Voilà, et j'espère que les historiens trouveront l'explication correcte, car c'est exactement ça, car les historiens sont dans le fait, et plus rarement dans ce qui est derrière les faits, donc qui est l'âme des peuples. Salut, c'était Fred de la Vie, à bientôt.